Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre fidélité au poste national de la CRTV nous honore. Bienvenue encore à Politude ce samedi. « 50 ans de présence sur le continent a dispensé le savoir sur le numérique pour sortir les populations du monde des ignorants du XXIe siècle. L'Institut africain d'informatique a considérablement contribué à réduire le fossé numérique entre bon nombre des pays africains et ceux de l'Occident. L'idée de créer l'IAI, basée aujourd'hui au Gabon, vit le jour au Cameroun il y a 50 ans. Mais ce n'est que depuis 22 ans que le pays abrite la filiale de cette institution qui fait la fierté de l'Afrique. Son nom de baptême aujourd'hui est l'Institut africain d'informatique Centre d'excellence technologique Paul Biya. Le président de la République, qui veut que le gouvernement fasse de l'utilisation du numérique une priorité, a contribué à sa manière à l'implémentation de la structure au Cameroun. Comment l'IAI favorise-t-il la digitalisation des services publics au Cameroun aujourd'hui et comment profiter de la pandémie du Covid-19 pour accélérer le processus? Nous en parlons ce samedi dans Politude avec le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'amitié que vous nous faites de participer encore à cette édition de Politude. C'est moi qui vous remercie. Politude, le journal de la politique. Nous allons d'abord prendre l'actualité politique de la semaine. Le journal de l'actualité politique nous est présenté par Daniel Sopo. Bonjour Daniel. Bonjour Constant. L'actualité est dominée ce samedi par le championnat d'Afrique des Nations de football. Les Lions A' sont en vedette. Ils disputent à 20h les quarts de finale contre la République démocratique du Congo dans le magnifique complexe sportif de Japoma à Douala. Un joyau architectural offert par le président de la République à la jeunesse camerounaise et africaine, salué et magnifié par le président de la Confédération africaine de football, Constant Omari. Du côté des délégations présentes au Cameroun, elles ne tarissent pas d'éloges à l'égard des infrastructures sportives d'une rare modernité que le Cameroun offre au cours de cette compétition. L'autre quart de finale oppose le Mali au Congo à 17h au stade Omnisport de Yaoundé. Coopération Cameroun-Vatican, le secrétaire d'État du pape François, son éminence le cardinal Pietro Parolin, séjourne au Cameroun. Ce samedi, il a tenu une messe pontificale en faveur du Cameroun à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Volé à Yaoundé et pour la vie consacrée, une autre célébration eucharistique à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Vendredi, la deuxième personnalité du Vatican a été reçue au palais de l'Unité par le chef de l'État Paul Biya. Après leur échange, le secrétaire d'État du Vatican a déclaré que les relations entre le Cameroun et l'Église catholique sont très bonnes et le Saint-Siège envoie un message de paix aux Camerounais. Nommés le 25 janvier 2021 par décret du président de la République, les secrétaires généraux des régions sont la cheville ouvrière des conseils régionaux. Ils jouent un rôle de pionnier dans la mise en place et l'animation des fonctions publiques locales. Ces hauts cadres sont chargés de l'instruction des affaires et de l'exécution des décisions prises par les présidents des conseils régionaux. Accident mortel dans la région de l'Ouest. Bilan 53 morts et 29 personnes blessées. Mise en cause, une collision entre un camion qui transportait du carburant frélaté et un bus de transport en commun. La nation tout entière est en larmes. Tenu d'informer de l'accident, le président de la République, Paul Biya, a adressé au gouverneur de la région de l'Ouest un télégramme officiel dans lequel il instruit diligence et synergie d'action aux autorités compétentes pour secourir et assister les familles des victimes et des blessés. Il rassure par ailleurs les populations sur la détermination du gouvernement de bien coordonner la gestion de ce drame. Par le même biais, son Excellence Paul Biya transmet ses sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Il y joint ainsi la compassion ému de son épouse. Et à mémoire des victimes de cet accident de Sancho, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gauthier a fait observer une minute de silence à l'ouverture des travaux du conseil de cabinet du mois de janvier dont la problématique était
la transformation structurelle de l'économie par l'import-substitution. Joseph John Gouté attend par ailleurs de toutes les parties prenantes une meilleure appropriation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. En visite de courtoisie au Cameroun, le nouveau vice-président du groupe MTN pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale a été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Toujours dans l'agenda du Premier ministre chef du gouvernement, un projet de production autonome de l'électricité en gestation. Joseph John Gouté a reçu une délégation d'investisseurs turcs. Écoutons le conseiller du groupe. La société Car Powership, elle fournit des centrales électriques flottantes. Des centrales électriques à cycle combiné qui fonctionnent avec du gaz, qui sont déjà prêtes, montées, installées et qui vont directement être accostées au niveau des ports et alimenter directement les pays. Donc l'objectif principal de Car Power au Cameroun, c'est de ramener une centrale électrique flottante en moins de 30 jours, ramener jusqu'à 300 MW selon le besoin du pays. Ça peut commencer 80-100 et augmenter graduellement avec le développement du besoin et le développement de l'infrastructure et surtout en utilisant le gaz local. La situation sécuritaire et politique des différents États membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie passée au crible en visioconférence par la commission politique. Le Cameroun était représenté à ces échanges par Hilarion Iton, président de la section camerounaise de l'AFP et membre du bureau de cet organe, et David Etame Massoma, lui aussi membre du bureau de l'AFP. L'ambassadeur des Pays-Bas au Cameroun était en visite de travail à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés à Yaoundé. Principale articulation de cette visite, l'échange de près d'une heure avec le professeur James Mwange Kobila, président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. L'État du Cameroun exprime ses vives protestations vis-à-vis de l'État libérien. C'est à la suite de l'expropriation de 2 terrains camerounais indûment attribués à un investisseur libanais. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Libéria a été convoqué d'urgence cette semaine au ministère des Relations extérieures par le ministre Mbelambela pour affaires urgentes. C'est tout pour le journal de la politique de cette semaine. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À samedi prochain. Merci Daniel et à samedi prochain. Politude, le débat politique du samedi midi sur le poste national de la CRTV. L'IAI a célébré le 29 janvier dernier ses 50 ans d'existence. Armand Claude Amanda, comment naît l'idée de créer l'Institut africain d'informatique? L'idée de la création de l'IAI est née ici même à Yaoundé. On ne le dit pas assez, parce que c'est lors de la conférence des chefs d'État de l'ex-OCAM qu'est née l'idée de la création d'un institut qui pourrait former en Afrique et par les Africains des cadres informaticiens de haut niveau. Parce que jusque-là, tout ce qu'on avait comme ressources en matière d'informatique venait de l'Occident. Et donc, les chefs d'État ont décidé de créer un institut pour permettre à l'Afrique d'avoir de la ressource pour moderniser nos administrations africaines, sans plus forcément avoir toujours besoin des ressources venant d'ailleurs. Même pour des questions de sécurité ou de sécurisation d'informations, c'était nécessaire. Et l'idée était tellement importante et bien vue par tous les chefs d'État qu'un an seulement plus tard, lors de la suivante conférence des chefs d'État à Fort-Lamy, ancienne appellation de N'Djamena, ils ont signé la convention de création de l'IAI. Et le siège a été donc choisi pour Libreville au Gabon. Maintenant, il fallait faire démarrer le programme. Et il avait été décidé que chaque pays devait avoir un quota en termes de nombre d'étudiants. Et c'est comme cela donc qu'un concours a été organisé par l'IAI Libreville dans tous les pays. À l'époque, on retenait 4 candidats par pays. Moi-même, je fus parmi ces 4. À mon temps, nous étions des milliers de candidats. Ceux de ma promotion, je les connais par cœur. Gimkem, Tienche, Oumarou, qui est à la BEAC aujourd'hui, et moi-même. Donc, c'était comme ça chaque année. Et puis, à un moment donné, le conseil d'administration s'est quand même rendu compte qu'il y a quand même un problème. Parce que la plupart de ces étudiants-là, qui étaient destinés à aller travailler dans leurs États, beaucoup, après leur formation, ne rentraient plus dans leur pays. Ils préféraient travailler où ils avaient des salaires beaucoup plus élevés. Et le conseil d'administration a commencé à réfléchir sur comment faire en sorte qu'on forme plus d'étudiants. Et j'étais justement à ce conseil d'administration de Niamey
au Niger en tant que président du comité d'étudiants. Lorsque je reviens à Libreville, et je termine ma formation, je vais à l'hôtel Intercontinental comme directeur informatique de Libreville. Je demande donc au DG, parce que Intercontinental n'était pas représenté au Cameroun. Or, moi, je voulais rentrer au Cameroun. On est d'accord que le Cameroun est donc le berceau de l'IAI. Oui. Mais il faut attendre 22 ans, près d'un quart de siècle, pour voir l'IAI s'installer au Cameroun. Qu'est-ce qui aura contribué à faire aboutir le projet de création de l'IAI Cameroun? C'est justement cette idée-là, cette volonté de rentrer travailler au Cameroun. Parce que si l'hôtel Intercontinental, c'était le plus grand hôtel du Gabon, avait une succursale au Cameroun, comme nous avons Sofitel ou Hilton, je serais certainement resté à mon emploi, mais disant que je pourrais peut-être un jour être affecté au Cameroun. Mais c'est l'idée de travailler au Cameroun qui m'a amené à demander à être recruté à l'IAI à Libreville, en me disant que le Cameroun fait partie des États membres de Libreville, donc il y a certainement quelque chose qui puisse être fait. Maintenant, il fallait chercher un argument qui permet cela. Et donc, lorsque le DG me recrute, je me mets donc à bouquiner, à chercher la documentation pour voir là où je pouvais détecter le mot magique ou la phrase magique qui peut permettre de développer une argumentation pouvant aboutir à la création d'une entité au Cameroun. Et c'est là où je trouve la convention de création de l'IAI en son article 9 qui parle de la définition du siège de l'Institut. Et cet article dit que un accord de siège est signé entre la République gabonaise et l'Institut africain d'informatique. Et que des accords de même nature pourront être signés avec les États contractants au fur et à mesure du développement de l'Institut. Et c'est là où je me dis que on peut donc signer d'autres accords de siège avec certains États. Donc on peut avoir IAI Tchad, IAI Congo, IAI Côte d'Ivoire, IAI Cameroun. Et c'est là où je vais voir le directeur général de l'époque, le docteur Brahim Adama Fall, un Sénégalais, à qui je pose le problème de voir comment est-ce qu'on peut créer une entité au Cameroun sur la base de cet article 9. Et tout de suite, il achète l'idée et il me dit que pour que cette idée marche, il faut absolument l'accord du Cameroun. Et donc, il faut commencer par avoir l'accord ou le soutien de l'ambassade. Et de ce pas, je me rends à l'ambassade, je rencontre son excellence Jean Kouin Tonga, qui était à l'époque ambassadeur du Cameroun au Gabon. C'est lui qui est actuellement ambassadeur du Cameroun au Sénégal. Je lui pose le problème et il me dit que c'est une très bonne idée que notre pays aussi puisse avoir une représentation de l'IAI. Cela va permettre de former beaucoup d'informaticiens au fil des années. Puis il me demande de monter un dossier et quand je suis allé là-bas, moi j'avais déjà fait un dossier. Je lui ai directement montré le projet. Et il a demandé à sa secrétaire de le mettre en forme avec l'entête de l'ambassade. Et il m'a dit qu'ils vont faire partir le courrier à la présidence par voie diplomatique. Et moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est la sagesse, de lui proposer de me remettre le courrier pour que j'aille moi-même assurer son acheminement à la présidence à Yaoundé. Et ce qu'il a accepté, Dieu merci, j'étais très content qu'il ait accepté cela. Et c'est comme cela donc que je suis allé à Yaoundé. Et après, dans mon audience au cabinet civil, 3 jours après, j'ai été rappelé pour qu'on m'annonce la bonne nouvelle que le chef de l'État, le président Paul Biya, avait donné son haut accord pour l'ouverture de la première représentation de l'IAI hors du pays siège. C'était à ce moment-là que j'ai senti que je devenais un homme différent. Parce que avoir un haut accord du président de la République, c'est pas donné. J'avais l'impression que j'étais une personne qui n'était plus moi. C'est bien après que nous avons été notifiés par le directeur du cabinet civil. Et là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes en 1999. Je suis donc rentré à Libreville, j'ai apprêté le dossier. Il y avait quand même quelques difficultés à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'IAI de Libreville. Et donc, c'est pourquoi j'ai dû partir de Libreville
sans un sou en poche. J'avais juste 3500 francs d'argent de poche. Entre-temps, vous avez démissionné de l'hôtel intercontinental de façon tout à fait propre. Hein. Donc tout s'est très bien passé. Ils ont un peu Vous n'avez pas eu peur de courir le risque de démissionner d'un poste aussi important? Bien sûr, je savais que c'était un risque que je prenais, mais par rapport au mal du pays que j'avais, pour moi, ces risques-là devenaient nuls. Parce que je sentais l'opportunité qui s'ouvrait, l'ambassadeur qui avait monté le dossier, le chef de l'État qui avait donné son haut accord. Il ne me restait plus qu'à foncer et avancer sans avoir peur de difficultés. C'est comme cela donc que j'ai dû partir du Gabon. Je suis arrivé à l'aéroport de Simalène avec mes 3500 francs CFA. Et j'ai pris un taxi à 3000 francs et arrivé au Cradat, il me restait 500 francs. Et les 500 francs l'ont juste suffi pour que j'achète le pain chargé aux enfants qui commençaient à avoir faim. Je me suis retrouvé au point zéro, c'est-à-dire le départ, on va dire, d'une aventure avec rien en poche. Pour devenir Armand Claude Abanda qu'on connaît aujourd'hui, on peut dire que vous êtes parti du néant. Je vais emprunter l'expression d'un aîné de la profession. Vous êtes parti du néant pour être un géant aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites pour avoir les installations de IAI Cameroun? Bon, déjà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle géant. Je ne sais pas si je suis géant. Mais toujours est-il que lorsque je suis au Cradat, je rencontre le directeur du Cradat, monsieur Zanou, c'est un Béninois. Quand on parle de Cradat, c'est pas Cradat en tant que cité universitaire, c'est Cradat en tant que centre régional pour l'administration du travail. Donc, il accepte de me donner un studio à crédit qui coûtait 15 000 francs la nuitée. Cela veut dire qu'en un mois, je payerais 450 000 à peu près. Et c'est là où je recevais les gens qui venaient pour se renseigner. Et puis après, quand j'ai constaté que cela devenait inconfortable, j'ai demandé à avoir un bureau à crédit, ce qu'il a accepté, 10 000 francs par journée, ce qui revient à peu près à 300 000 francs par mois. Et puis, je me rends compte que la jeune secrétaire que j'avais recrutée avait un bureau à la véranda. Donc je dis, il faut au moins, les gens commencent à venir un peu plus, il faut que je prenne un deuxième bureau. Ils acceptent de me donner un deuxième bureau à crédit, 10 000 francs par jour, donc 300 000 francs par mois. Donc je me retrouve donc avec 1 50 000 francs de loyer à crédit. En 10 mois, je serai à 10 millions et poussière. À un moment donné, donc, j'ai décidé de commencer à entrevoir la location d'une villa quelque part. Bon, bien évidemment, un privé ne peut pas donner une villa à crédit. C'est comme ça donc que je me suis dit qu'il faut d'abord que je lance l'école, que j'ai des premières scolarités. À partir de là, je commence à payer le loyer du Cradat et là, je peux aller payer une villa où on peut construire des salles en préfabriqué. Et donc, je suis allé voir le ministre Roger Milingui, qui était ministre délégué aux Finances, chargé du budget, qui a accepté de venir au Cradat pour donner de la crédibilité à ce que je faisais. Parce qu'en fait, je suis venu au Cameroun qu'avec un papier qui me nommait représentant de l'IAI. Mais j'avais rien d'autre, même pas un ordinateur. Et puis, des gens qui venaient se rendant compte qu'il n'y avait pas grand-chose commençaient à me prendre pour un féman. Donc, quand le ministre est arrivé, il a dit ce qu'il fallait dire devant les journalistes. Après, je suis allé à Cameroun Tribune. J'ai rencontré M. Badjan Banking. C'est lui qui m'avait orienté vers un monsieur qui était conseiller technique qui s'appelait M. Koué. Et M. Koué, à son tour, m'a mis en contact avec le directeur général à l'époque, M. Jérôme Vandor. Et c'est lui donc qui accepte de m'accorder une insertion publicitaire à crédit, comme ça je pourrais payer après. Je laisse mon avis de concours là-bas. Ensuite, je vais à la radio. Le lendemain, je rencontre un monsieur qui s'appelait Théodore Bonetoundi. Donc à lui, j'expose mon problème, je voudrais qu'on parle de mon projet à la radio. Et bon, il regarde, il dit, bon, comme c'est une question de science, il faut voir Dieudonné d'Azal. Donc je rencontre Dieudonné d'Azal qui me fait passer au journal de 17h, le même jour-là. Le lendemain, je vais à Mbaladeux. Et j'ai rencontré Antoine Maringono et Charles Ndongo, l'actuel directeur général. Et c'est grâce à lui que je suis passé pour la première fois au journal télévisé, pour la deuxième fois au journal télévisé. Parce que c'est déjà grâce à Charles Ndongo que j'étais déjà passé au journal lorsque j'étais président de la coopérative scolaire du lycée d'Obala en 1989. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui dire toute ma gratitude parce que il a ainsi été un bon levier sur mon parcours. Par la suite donc, le concours est lancé. Nous avions 120 places. On a 400 candidats. L'école marche bien.
On commence à payer les factures, on commence à payer les loyers, etc. Les dettes sont progressivement liquidées, puisqu'en même temps, il faut fonctionner. Il faut acheter la craie, le papier, il faut payer les enseignants. Mais c'était quelque chose de assez exaltant, mais très très pénible, hein. Et l'année suivante, d'ailleurs, nous avons eu 5000 candidats pour 300 places. Ça veut dire que la promotion par Cameroun Tribune, par la radio et la télévision d'État, ça a porté du fruit. Voilà, a porté du fruit. Et c'est comme cela donc que j'ai décidé d'aller à une villa, Vembala 2. Et comme il y avait de l'espace, j'ai construit 2 salles de classe en planche. Et l'année d'après, on devait augmenter le nombre d'étudiants à 400. Cela devenait très étroit et on a cherché une villa plus grande, d'un état à peu près, à Dragage. Et là-bas, j'ai pu construire plusieurs salles de classe en planche et d'autres salles de classe en dur, jusqu'à ce que le bailleur décide de nous demander de payer le bail de l'année d'après multiplié par 2, c'est-à-dire qu'il avait systématiquement doublé le loyer. De là me vient donc l'idée d'écrire au chef de l'État pour demander un campus moderne pour l'IAI. Évidemment, le chef de l'État vraiment nous a encore honorés en donnant son haut accord pour qu'un campus soit construit en faveur de l'Institut africain d'informatique, un campus moderne tel que c'était écrit dans la lettre du ministre Beloken qui était à l'époque directeur du cabinet civil. C'est ce campus qui est le campus de Kolanga. C'est ce campus, le campus de Kolanga. Et cette haute instruction du chef de l'État a été mise en œuvre par le ministre Louis-Paul Motazé, de l'époque où il était ministre de l'économie. Et je lui dis encore un immense merci parce que la haute instruction du chef de l'État avait été donnée en 2006. Mais le destinataire n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, donc il a fallu attendre 2 années. Et puis je suis allé voir le ministre Louis-Paul Motazé avec le papier du ministre Beloken. Et tout de suite, il a fait construire le campus. C'est ce qui vous a poussé à baptiser l'Institut africain d'informatique, Centre d'excellence technologique Paul Biya? Ce n'est pas seulement ça, parce que le président de la République a fait beaucoup de choses pour nous. N'oubliez pas que au-delà de cela, c'est grâce à lui que nous avons eu ce terrain, 5 hectares de terrain. C'est grâce à lui que nous avons également pu réussir nos activités, nos compétitions à Laval virtuel en France. Comme vous le savez, nos étudiants avaient modélisé un campement pygmée qui leur avait fait gagner le prix Jeune Espoir. Et également, ils ont modélisé une chaufferie Bamileke qui leur ont fait gagner le prix Jeune Espoir aux compétitions internationales à Laval virtuel. C'est un peu comme le mondial de la réalité virtuelle. Et le chef de l'État était le parrain officiel de la délégation camerounaise qui allait aux compétitions de Laval virtuel. Et ça a beaucoup galvanisé nos étudiants qui ont fait le maximum pour pouvoir remporter ces prix. Donc, pour tous ces soutiens, y compris celui de son illustre épouse, Madame Chantal Biya, qui est marraine des projets Opération 100 000 femmes et MIGEF 2035. Donc pour tout cela, le conseil d'administration, Monsieur Alex Bernard Bongondimba, le président du conseil d'administration de l'époque, a proposé que ce campus porte le nom du chef de l'État. Et encore une fois, le président de la République a marqué son haut accord. Évidemment, c'était pas donné. Et donc nous avons encore été très contents de cette disponibilité du chef de l'État à bien montrer qu'il tient beaucoup à la triptyque jeunesse, éducation et numérique. Parce qu'en réalité, l'IAI tourne autour de cette triptyque. Ce sont des jeunes, des étudiants, c'est un milieu éducatif et enfin, c'est une école qui forme essentiellement dans les métiers du numérique. Donc pour nous, c'est vraiment une chance que nous ayons eu un tel soutien du président Paul Biya. Politude sur le poste national de la CRTV. Vous écoutez Politude sur le poste national de la CRTV. Armand Claude Abanda, 22 ans plus tard, en termes de bilan, qu'est-ce que vous pouvez faire comme évaluation de la formation que l'IAI Cameroun a dispensée aux Camerounais? Sur le plan des statistiques, nous avons formé à ce jour environ 5000 ingénieurs de travaux informatiques qui travaillent dans le monde entier. Déjà au niveau du Cameroun, vous les trouvez dans pratiquement tous les ministères. Le chef de la cellule informatique, par exemple, du ministère de
la santé publique, M. Batoum, c'est un ancien d'ici. Le patron du CJPES du même ministère, c'est un ancien d'ici. D'ailleurs, pratiquement la quasi-totalité de la cellule informatique, ce sont les anciens d'ici. Vous allez au ministère de la fonction publique, le patron du CJPES, c'est une jeune dame qui est une ancienne d'ici. Vous allez au ministère du commerce, la patronne de la cellule informatique, c'est une ancienne d'ici. Et vous les retrouvez également dans des sociétés privées, parapubliques. Vous en trouvez qui ont créé leurs entreprises. Et je pense que c'est une première raison de notre satisfaction. Maintenant, au plan social, nous avons contribué, grâce au soutien de la Première Dame, à la vulgarisation de l'outil informatique sur l'ensemble du territoire national avec le projet Opération 100 000 femmes, qui nous a permis de former en 10 ans 103 350 femmes sur l'ensemble du territoire national. Et maintenant, il y a eu le projet MIGEF 2035. En réalité, comment naît le projet 2035 ? Lorsque nous sommes à la fin de 100 000 femmes, nous avons obtenu un trophée le 3 décembre 2015 à Durban, en Afrique du Sud. Lorsque nous disions à la Première Dame, bien évidemment, puisque c'est elle qui est la patronne du projet, elle nous demande de ne pas nous arrêter, de créer un autre projet plus grand qui intègre aussi les jeunes et les enfants et qui intègre l'initiation à la citoyenneté et l'initiation à l'entrepreneuriat. Nous avons formé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas beaucoup de villes aujourd'hui où nous ne sommes pas passés. Et nous avons également essayé de faire en sorte que, à travers les réseaux sociaux, à travers ce numérique-là, les personnes formées à l'extrême nord soient en contact avec ceux formés au sud, et ceux formés à l'est soient en contact avec ceux formés à l'ouest, par exemple. Et cela contribue à l'intégration nationale. Vous mettez l'accent sur les couches défavorisées. Qu'est-ce qui vous motive à penser à outiller ces jeunes de l'arrière-pays en termes de numérique? L'intérêt sur les couches défavorisées vient de la Première Dame, Madame Chantal Biya. C'est elle qui nous a demandé de ne pas oublier les couches défavorisées. Lorsque nous allons former les sourds-muets en Kolmebanga, c'est elle qui nous demande de les former. Et aujourd'hui, nous avons une centaine de sourds-muets qui sont androïdes et qui ne sont plus coupés du monde. Vous avez des milliers d'handicapés qu'on a formés en partenariat avec le ministère des Affaires sociales. C'est encore Mme Chantal Biya qui a demandé qu'on ait un partenariat comme ça avec le ministère des Affaires sociales. Vous avez également un partenariat qu'on a signé avec le CERAC pour former les femmes du CERAC et former également les victimes de la catastrophe de Nsam. C'était des centaines qu'on a formées. Nous avons eu un partenariat aussi comme ça avec la Fondation Chantal Biya. On a formé de très nombreuses femmes porteuses du VIH et aussi des enfants victimes d'abandon de leur famille. Avec la Fondation Cœur d'Afrique de Roger Mila, nous avons également formé des centaines d'enfants de la rue. Armand Claude Abana, la vision politique du président de la République est de faire du numérique une priorité dans l'action gouvernementale. Quelle est la contribution que IAI Cameroun apporte au gouvernement dans ce sens? La contribution que nous voulons apporter, c'est bien évidemment dans notre vocation, la formation. Et comme vous le savez, avec la pandémie Covid aujourd'hui, le gouvernement prône la distanciation. Et pour ne pas être en contact, l'une des façons les plus appropriées aujourd'hui, c'est le télétravail, c'est le e-learning, tel que recommandé d'ailleurs par le gouvernement. Et pour faire du télétravail ou alors faire du e-learning, il faut absolument savoir utiliser l'outil informatique. Comment peut-on faire la formation à distance si on ne sait pas utiliser l'outil informatique? Il y a également la télémédecine. On peut aujourd'hui promouvoir véritablement la télémédecine en faisant en sorte que les patients soient consultés à distance. Aujourd'hui, on peut avoir des plateformes. Et ces plateformes-là permettent que le médecin voit le malade. Et comme ça, le médecin est capable de vous dire, mettez votre doigt ici, au niveau du ventre. Non, plutôt en bas. Non, allez à gauche. Et dès que vous criez, il dit appuyez. Dès que vous criez, comme j'ai vu une fois en présentiel, le médecin dit ça doit être la rate. Vous voyez? Donc ça, c'est des possibilités aussi qu'on pourrait avoir en faisant en sorte que la télémédecine soit vraiment promue. Et pour donc que la télémédecine soit promue, il faut absolument que le personnel médical soit formé, que les médecins soient formés, les infirmiers soient formés. Et évidemment, cela permet que tout le monde comprenne le même langage.
Covid-19 nous apporte aussi notre enseignement, c'est celui de moderniser nos habitudes. Regardez le cas du e-commerce. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vendent à distance et ça marche. Donc, beaucoup de choses peuvent se faire aujourd'hui par la maîtrise de l'outil informatique. Donc, je recommande qu'on priorise les formations des masses à l'utilisation de l'outil informatique. Ça veut dire qu'on doit généraliser l'accès à la formation des populations à l'informatique. On doit faire en sorte que cet accès même à la connaissance de l'outil informatique soit généralisé. Et je pense que c'est un combat, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Je n'ai pas encore vraiment l'impression que cela est entendu par plusieurs institutions, parce que je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup d'institutions à qui on a proposé des offres d'ailleurs extrêmement favorables, mais il n'y a pas beaucoup qui ont réagi. Donc il y a encore beaucoup qui n'ont pas réagi. Mais regardez le cas du ministère de la fonction publique qui a formé dernièrement 600 personnels. Vous avez vu que ça s'est passé juste avant Covid-19 et pendant Covid-19, le ministère de la fonction publique a eu à travailler vraiment de façon assez admirable, puisque les personnels de la fonction publique n'ont pas arrêté de travailler et ça se passait très bien. Je salue d'ailleurs les initiatives de monsieur le ministre de la fonction publique. D'ailleurs, cela va rentrer même dans ses codes parce que le ministre de la fonction publique est aussi en charge de la réforme administrative. Donc cette réforme administrative peut passer donc par le numérique. Et je crois d'ailleurs que c'est là où le ministre essaie de faire en sorte que les initiatives de son administration facilitent l'accès aux services par les populations. Regardez un peu cette initiative de l'oral en ligne. S'il fallait que quelqu'un parte de Yukadouma pour venir faire l'oral à Yaoundé, il y a d'abord, il faut payer le transport, il y a les risques d'accidents, et puis il y a le temps qui est mis pour partir de Yukadouma à Yaoundé. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qu'on peut gagner grâce à l'utilisation du numérique. Et vraiment, je félicite encore le ministre de la fonction publique, du ministre de la jeunesse aussi, qui a cet autre potentiel. On voit bien qu'il met de l'accent, n'est-ce pas? Il encourage les jeunes vraiment à s'orienter vers les voies du numérique. Il y a aussi le ministère des Finances, il y a 3 ou 4 ans, qui a formé près de 200 personnels. Le ministère de l'Économie aussi a envoyé quelques personnes en formation. Donc je pense qu'il y a quand même des initiatives comme ça que vous ressentez quand même qu'il y a quelque part la volonté chez certains dirigeants vraiment de moderniser leurs administrations, comme d'ailleurs l'instruit le chef d'État dans certains de ses discours. Politude, la pertinence des questions sur les sujets qui touchent l'intérêt de la nation. Vous écoutez Politude sur le poste national de la CRTV. Armand Claude Abanda, quand on voit l'expansion de l'IAI Cameroun aujourd'hui, on se dit que l'IAI Cameroun roule sur l'or. Est-ce que c'est vrai? C'est exactement le contraire qui se passe. Pour ceux qui sont proches de nous, ils vont se rendre compte que nous avons beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés parce que nous avons eu certes un soutien dans le cadre de l'achat des ordinateurs, des groupes électrogènes, des vidéoprojecteurs, bref, du matériel informatique devant nous permettre de multiplier les centres de formation. Mais depuis 15 ans, on n'a pas réussi à avoir des appuis dans le cadre du fonctionnement. Par contre, nous avons donc pu, grâce au soutien de la Première Dame, mettre en place cette idée-là de chercher à générer du financement privé avec le concept des marraines et des parrains. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez être marraine d'une promotion ou parrain d'une promotion, ben vous financez la formation des personnes que vous voulez mettre en formation. Donc, c'est comme ça qu'avec l'opération 100 000 femmes, on a dépassé l'objectif et les députés, les ministres, les directeurs généraux, les grandes élites le faisaient aussi parce qu'ils savaient que la Première Dame est marraine nationale du projet. Donc, l'implication de la Première Dame nous a aidés dans ce sens-là parce que nous avons pu avancer et nous avons pu donner le maximum de nous-mêmes pour avoir justement le maximum de personnes formées. D'ailleurs, nous avons, comme je disais tantôt, nous avons formé près de 350 000 personnes. C'est déjà bien, mais que vaut 350 000 personnes formées par rapport à plus de 20 millions d'habitants?
vous voyez que nous sommes encore très très largement en deçà de ce que nous devons espérer atteindre comme objectif. Donc c'est pourquoi, pour répondre à votre question, l'avancée de l'IAI est encore difficile. On se bat pour pouvoir relever le défi et je remercie ceux qui nous soutiennent, qui vraiment nous accompagnent. Nous avons également formé une centaine de personnels de la présidence de la République, une soixantaine de la Société nationale des hydrocarbures. Voyez-vous, il y a également à un moment donné Camtel qui nous a accompagnés. Donc vraiment, il y a un certain nombre d'institutions qui ont compris l'importance, l'intérêt d'être formés à l'utilisation de l'outil informatique pour moderniser leurs administrations et de rendre donc le télétravail effectif. Parce que le télétravail doit cesser d'être un gadget. Il faut que le télétravail soit réellement un outil de travail de tous les jours. Que si vous êtes un chef de service et que vous avez 2 ou 3 collaborateurs à qui vous avez oublié de donner une instruction, même de votre voiture, vous prenez votre téléphone Android, vous les invitez sur Zoom par exemple, ou sur Teams, et puis vous leur donnez ces instructions, et puis c'est bon, au lieu d'attendre de revenir peut-être le lundi. Or, entre-temps, l'instruction aura permis de régler beaucoup de problèmes. Est-ce qu'à IAI Cameroun, on est soi-même exemplaire en termes de télétravail? Ah oui, oui. D'arriver au bureau tous les jours? Je dois d'ailleurs vous dire que pendant les 3 mois où les écoles étaient fermées, nous avons travaillé constamment en télétravail. On avait juste sur 300 employés, il y avait juste une dizaine qui étaient à l'école pour assurer une certaine permanence. Mais je vous assure que nous avons travaillé à distance sans aucun problème et ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, je viens au bureau parce que je veux bien être au bureau pour voir si tout va bien, pour passer dans les salles de classe pour voir si tous les étudiants de chaque classe sont présents. Tout ça, c'est important. Parfois, votre présence physique influe le comportement des étudiants et même du personnel. À vous écouter, avec tous les appuis dont dispose IAI Cameroun, on est surpris d'entendre parler des problèmes de finances. Comment est financé IAI? Non, l'Institut africain d'informatique est financé par des frais de scolarité que payent les étudiants et par une subvention. En principe, les frais de scolarité, les étudiants payent je pense, le quart de la scolarité qu'ils devraient payer. Et donc la subvention de l'État est supposée prendre en charge les trois quarts de cette scolarité qu'ils devraient payer. Donc cela veut dire que l'État a décidé de donner accès à cette prestigieuse formation au plus grand nombre. Parce que si l'État n'avait pas subventionné la scolarité des étudiants, l'accès à l'IAI aurait été réservé qu'aux enfants des riches. Et je pense qu'il faut louer cette initiative de l'État d'apporter une contribution dans le frais de scolarité des étudiants. D'ailleurs, cet appui de l'État, en principe, ne devrait même pas être appelé subvention, c'est le paiement des frais de scolarité des étudiants. Donc, cela se fait donc sous forme d'une subvention, d'un taux forfaitaire qui permet que l'enfant du Camerounais moyen puisse avoir accès à la formation dans cet établissement. On sait que la priorité à IAI Cameroun, c'est la formation. Quelles sont les perspectives que vous envisagez en termes de propositions de formation aux Camerounais et à ceux qui viennent des autres pays africains? Je pense qu'il y a déjà la cybercriminalité qu'il faut mettre en priorité. Parce que plus on modernise notre administration, plus les esprits malins travaillent pour réaliser des actions illégales dans certains services. Par exemple, si vous n'avez pas suffisamment sécurisé votre administration, vous avez des gens qui peuvent, de là où ils sont, de si loin, récupérer des informations sans même que vous le sachiez. C'est pour ça que nous avons signé une convention de partenariat avec les IREM de Dijon pour former ici des étudiants dans le cadre d'un master en sécurité des systèmes numériques. Et cela veut dire que ces étudiants-là sont en mesure
de lutter contre l'insécurité dans les réseaux sociaux. Et ces étudiants peuvent donc sécuriser les données, sécuriser les réseaux et sécuriser Internet. Et du coup, nous avons donc la possibilité d'avoir des experts qui ont la capacité de protéger nos systèmes d'information. Et c'est ça que je recommande aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aille beaucoup, en ce qui concerne la formation des informaticiens, qu'on aille beaucoup vers la sécurité des systèmes numériques. Et ça va être intéressant. De toute façon, l'IAI, en partenariat avec l'école polytechnique de Dijon, parce que les IREM est devenue école polytechnique de Dijon, a donc la possibilité de donner cette formation à ceux qui ont un baccalauréat +3 en informatique ou en réseau, de manière générale. Armand Claude Abanda, 22 ans à la tête de l'IAI Cameroun, est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez déjà donné le maximum de ce que vous pouviez donner à cette institution? Il y a encore beaucoup à faire. Regardez le chemin parcouru. Ce que nous faisons aujourd'hui, on l'a fait sur la base de rien. Et nous avons ajouté chaque pierre, chaque jour, pour que l'édifice devienne solide. Mais cet édifice n'est pas encore solide, justement. Il y a encore de la difficulté. Beaucoup de choses sont encore gérées par simplement ce qu'on appelle dans nos dialectes la sagesse du village. Donc, pour moi, je suis passionné de ce travail. Quand je vais arpenter les villes et villages pour véritablement former les mamans, les villageois, et je vois comment leurs yeux brillent de joie le jour où ils reçoivent leur attestation, je pense que ça là, c'est quelque chose qui va me manquer. Et c'est pourquoi je fais ce travail avec passion, et surtout parce que Madame Chantal Biya nous écoute, nous soutient, nous encadre, et à ce moment-là, on se dit quand même, on n'a pas le droit de s'arrêter. Nous devons aller le plus loin possible pour que les objectifs soient atteints. Nous avons fixé un objectif d'1 million de jeunes enfants et de femmes. Nous ne sommes qu'à pratiquement moins de 250 000. Donc nous sommes au quart de l'objectif. Je pense qu'il faudrait qu'on atteigne 1 million. Beaucoup ne le savent peut-être pas. Vous avez rang de diplomate. La question, c'est est-ce que vous êtes aussi un homme politique, Armand Claude Abanda? Est-ce que je suis un homme politique? Bon, je dirais que je suis essentiellement un éducateur, un formateur. C'est ça, ma vocation. Homme politique, ça dépend par quel côté on le prend. Je crois que chaque citoyen, d'une manière ou d'une autre, fait un peu de politique. Parce que, de toute façon, moi, je sais où je suis. Je soutiens la politique du président Paul Biya. Parce que, pour moi, c'est une très bonne politique. La preuve, c'est que, depuis que j'ai créé cet établissement, sans me connaître au départ, il a soutenu toutes nos propositions. Parce que ce sont des propositions qui vont avec sa triptyque. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime la jeunesse, c'est quelqu'un qui aime l'éducation, c'est quelqu'un qui aime le numérique. Vous avez vu que dans beaucoup de discours, il a parlé de l'économie numérique. Donc lorsque vous avez une institution qui obéit à cette triptyque-là, je pense que cela nous semble évident de comprendre pourquoi le chef de l'État nous accompagne. Et c'est la raison pour laquelle moi je dirais que je ne suis pas un homme politique, mais je me fais accompagner par la politique. Est-ce qu'Armand Claude Abanda est un homme riche aujourd'hui? Absolument pas. Absolument pas. Donc actuellement, je me consacre à beaucoup de choses, y compris le social. Je le dis souvent à mes enfants que ma richesse, ce sont mes anciens étudiants que je rencontre partout où je vais et qui m'accueillent toujours avec beaucoup de joie. D'ailleurs, à quoi sert la richesse? Lorsque vous décédez, vous emportez cette richesse sous la terre? Jamais. Donc, pour moi, la richesse, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir le minimum pour vivre, le minimum pour manger, pour donner à manger à sa famille, pour pouvoir régler un certain nombre de petites choses. Donc, il faut qu'on arrive à faire comprendre à la population qu'il est important, il est très important de se doter d'une philosophie qui assemble la compétence et
le comportement. C'est d'ailleurs pourquoi je dis toujours à mes étudiants que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. Cela veut dire en somme qu'il faut avoir de bonnes aptitudes et de bonnes attitudes, c'est-à-dire être compétent et avoir un bon comportement. Donc pour moi, les valeurs sociales, les valeurs humaines sont les meilleures valeurs. Et les valeurs humaines ne vont pas dans le même sens que les valeurs financières. Être riche, pour moi, n'est pas un objectif à atteindre. Si on veut atteindre un objectif et qu'on a un homme accompli, un homme debout, il faut avoir l'objectif d'être un homme qui veut accomplir certains projets qui marchent. Par exemple, j'ai décidé de former, en 2002, de former 100 000 femmes en 10 ans. 10 ans après, j'ai formé 103 350 femmes. J'ai dépassé mon objectif. À ce moment-là, j'ai des raisons d'être heureux. C'est là ma richesse. J'ai un objectif de former 1 million de jeunes enfants et de femmes à l'horizon 2035. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, il faut avoir formé 1 million de jeunes d'enfants et de femmes. Peut-être que ce ne sera pas moi qui atteindra ce million, mais au moins, je dois faire le maximum pour laisser cet héritage-là, pour que demain, celui qui terminera, celui qui sera à l'œuvre, puisse avoir la facilité à terminer ce projet pensé qui pourrait peut-être aller de génération en génération. On va terminer par là où nous avons débuté cette émission, à savoir le cinquantenaire de l'IAI Cameroun. Et dans ce cadre, vous allez disputer ce samedi un match amical contre les anciens de l'IAI Cameroun et le personnel du Minfopa. Et le personnel du ministère de la fonction publique et la réforme administrative. Sous quel signe est-ce que vous placez ce match, Armand Claude Abanda? C'est sous le signe de l'amitié, du partenariat. Nous sommes partenaires du ministère de la fonction publique. Vous savez très bien que nous avons signé un partenariat avec le ministère de la fonction publique il y a plusieurs mois, l'année dernière. Donc pour nous, et comme nous avons également vu que ce partenariat a pris de l'effet, parce qu'il y a des partenariats que des institutions signent et ne sont jamais mis en œuvre. Donc pour moi, je pense qu'il fallait donc, à l'occasion de ce cinquantenaire, choisir ce ministère comme étant le ministère avec qui nous avons une certaine vision commune, celle du partage de cette volonté de moderniser notre pays, comme le souhaite le président Paul Biya. Dernière question, c'est le match de ce soir entre le Cameroun et la République démocratique du Congo dans le cadre du CHAN à Japoma Douala. Oui. Comment est-ce que vous entrevoyez l'issue de cette rencontre? Le Cameroun va gagner. Je suis persuadé que le Cameroun va gagner. Nous l'avons vu, on a une très bonne équipe. Certes, on manque un peu de finition parce qu'il y a un petit problème apparemment au niveau de la finition, mais quand on regarde la construction de l'équipe, la cohésion de l'équipe me semble satisfaisante. Et de ce point de vue, je pense que le Cameroun va gagner. Voilà les paroles de quelqu'un qui manifestement joue très bien au football. Ah, j'aime bien le football, effectivement, j'aime beaucoup le football. D'ailleurs, chaque fois, j'étais souvent, on va dire, avant-centre dans l'équipe de football de mon collège et j'ai continué jusqu'aujourd'hui, je continue à faire un peu de 2-0 comme on dit, hein. Je continue à jouer au football le week-end. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais jouer, je serai sur le terrain. Donc, c'est une joie pour moi de jouer au football. Je rappelle que le match entre les anciens de l'IAI Cameroun et le personnel du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le match se dispute à Bagofit. À Bagofit, dans la région de l'Est. Voilà, dans le département du Oignon. Armand Claude Abanda, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette édition de Politude réalisée par Daniel Sopo, prise de son Yannick Ayarma, coordination Jean Atangana et Ebenezer Ouyen Komotale. Politude est une supervision de Georges Ewanet. Je suis Constant Zé à la présentation. Merci d'avoir écouté. À samedi prochain.